Traté de olvidar, de borrar lo que fuiste en mi vida triste, cansada de andar. Salut Manon, ça va? Salut, ça va et vous? Elle me veut voir, oui, c'est parce que je suis un peu vieux. Bon. Vous m'avez pas demandé de vous tutoyer. Non, c'est vrai, tu as raison. Moi, je vais te tutoyer. Oui, mais c'est très bien. On se connaît un peu. Alors, on se connaît un peu, mais depuis peu, à vrai dire, parce que tu nous as envoyé à Philippe, le président qui est derrière la caméra, et moi-même, le pauvre secrétaire, auquel il a fait suivre tes textes. Tu nous as envoyé des textes, donc là, je les ai imprimés. 3 petites pages. Tu nous as envoyé des textes qui causent politique. Et alors, ça nous a beaucoup intéressé, bien sûr. Et puis, voilà, on va essayer d'en parler. Voilà, tu peux nous dire, tu écris beaucoup. J'écris beaucoup, disons que j'écris avant tout pour certains mouvements auxquels je fais partie, des mouvements notamment politiques. Après, il m'arrive d'écrire tout simplement pour moi-même aussi, pour essayer de poser mes idées dans l'objectif de me préparer à ma poursuite d'études, vu que j'envisage une prépa lettres et sciences sociales qu'on appelle prépa BL, et puis aussi l'enseignement plutôt dans les études supérieures. Donc c'est vrai que c'est aussi, je pense, un bon entraînement, et puis c'est aussi un bon moyen, à mon sens, de communiquer avec les personnes qui le souhaitent. D'accord. Alors c'est de l'écriture, en effet, mais c'est pas de la littérature. Non, c'est plutôt, disons que pour ma part, je suis quand même assez passionnée par les essais, de manière générale, c'est quand même ce que je dévore le plus. Donc j'imagine que quelque part, il doit y avoir une sorte d'impact sur ma propre écriture. Ouais. Mais c'est ça, c'est le style essai. Oui. Bref, tu essayes d'écrire ce que tu penses. Oui, tout à fait, ce qui est loin d'être évident. Oui, ce qui est loin d'être évident dans les deux cas, dans les deux sens. Peut-être plus dans le deuxième d'ailleurs, parce que finalement, une fois posées les belles idées sur le papier, les mettre en pratique dans la société dans laquelle on est à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus compliqué que ça en paraît. D'accord. Mais oui, c'est encore une fois un bon entraînement, je pense, pour tout le monde. Très bien. Bon, alors, donc ces trucs-là, je viens de les lire avec attention, autant d'attention que possible, et puis donc tu fais quelques fautes d'orthographe, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ça va, vous me pardonnez. C'est des coquilles, on va dire. Bon, on peut dire faute d'orthographe aussi. Hein. Voilà. Il y a quelques citations, alors je vais donner les références. Donc il y a André Comte-Sponville, qui est un philosophe vivant, un prof de philo vivant. Il y a Amin Maalouf, tu peux nous dire qui est Amin Maalouf? Oui, Amin Maalouf, c'est un essayiste notamment franco-libanais qui a beaucoup écrit sur la théorie des identités. Alors pas dans le sens identité comme on peut le voir repris par l'extrême droite, mais dans le sens vraiment mélange des cultures et non pas juste la position des cultures. Il s'est pour cela inspiré de sa propre expérience, vu qu'il est libanais, qui s'est ensuite enfui en France lors de la guerre au Liban dans les années 70-80 et qui a justement beaucoup écrit, essayé de théoriser le comment mieux vivre ensemble avec ces différences ethniques et culturelles, et également intellectuelles pour le coup, et qui prône vraiment dans la société un mélange homogène et le plus harmonieux possible des différentes cultures. D'accord, d'où le titre, les identités meurtrières. Voilà, tout à fait. Il y a un E de trop à identité, mais enfin bon. Et puis il y a une troisième référence, très courte, mais fort bienvenue, qui est Bernanos. Et alors, moi, je suis ravi de voir que les jeunes gens comme toi lisent toujours Bernanos, qui est en effet un écrivain très intéressant et que tout le monde connaît en France, et sur lequel la guerre d'Espagne a joué un grand rôle. Enfin, voilà. Bon, donc, voilà, un prof de philo, un essayiste, et puis un écrivain français assez célèbre pour son ton un peu provocateur. Voilà, je pense que ces trois-là sont des réveilleurs, ou en tout cas des éveilleurs, des gens qui essayent de réveiller c'est ça? Oui, alors pour ma part, je suis beaucoup plus ciblée sur Amin Maalouf pour le coup, même si j'apprécie beaucoup le style d'André Comte-Sponville pour son côté un peu vulgarisateur de la pensée philosophique, qui est surtout très pédagogique, qui est à mon sens intéressant. Mais c'est vrai qu'Amin Maalouf, j'ai lu donc le livre Identité meurtrière, donc son essai. J'en ai lu un autre qui s'appelait Dérèglement du monde,
qui était très tourné aussi sur la société, sur donc justement le mélange des genres dans tous les sens du terme, mais également beaucoup tourné sur les impacts de la crise mondiale, notamment économique, que nous connaissons, et ses impacts sur les sociétés, notamment des sociétés qui connaissent à l'heure actuelle un fort intégrisme religieux. Évidemment, on parle des sociétés du Moyen-Orient. D'accord. Donc 2 vivants et 1 mort. Manos est mort, hélas. Alors figure-toi que tes trucs là, ça m'a fait penser beaucoup de choses. Hein. Et entre autres, ça m'a rappelé un quatrième écrivain qui s'appelle Günther Anders, qui est publié depuis assez récemment en France, mais en grand nombre quand même. La plupart de ses œuvres sont publiées. Et Günther Anders, il y a une chose que tu dis et qui est tout à fait précise, qui m'a fait penser à Günther Anders, c'est tu parles de la honte. Tu parles de notre honte. Alors je vais essayer de retrouver le truc. Où est-ce que c'est la honte? Voilà. Il n'y a pas de honte à parler de pouvoir politique, dis-tu. En revanche, ajoutes-tu, se refuser à réfléchir, à parler, à débattre politique est peut-être une constituante possible de la honte. Il se trouve que Günther Anders a écrit des pages très nombreuses sur la honte, ce sentiment un peu spécial qu'on n'aime pas du tout ressentir, bien sûr. Se sentir honteux, c'est pas bien. Et en même temps, il est de ceux, un peu comme toi au fond, qui dit que dans la honte, il y a quelque chose qui peut-être permettrait de nous en faire sortir, paradoxalement. Et je pense que c'est un peu, enfin c'est ce que je retiens comme ça de la lecture immédiate de tes textes, c'est qu'il me semble que tu dis quelque chose comme, bon, c'est vrai que ça va très mal, il y a une crise, etc. Tu reprends ce mot de crise. Des crises d'ailleurs. Voilà, mais tu dis, mais au fond, la crise, elle pourrait peut-être aussi... alors je vais te citer, hein, pourquoi ne pas considérer cette situation précaire, voire maussade, comme la fin d'un cycle, virgule, entraînant fatalement au renouveau. Bref, paradoxalement, tu trouves que c'est dans la crise qu'il y a peut-être le... historiquement, c'est ce qui s'est quand même assez souvent passé. J'ai par exemple repris l'exemple de la crise de 29, de la crise sociale et économique qui a suivi le krach de 29. Oui, on va y revenir. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a une guerre, donc on est descendu bien bas, mais on a quand même dans cette guerre, grâce notamment au mouvement de résistance et au développement de l'État-providence en France, réussi par la suite à rebondir et quand même à atterrir sur une société un peu plus égalitaire, même s'il y a quand même effectivement des nuances. Et de sérieuses nuances, on est d'accord. On va s'arrêter là 3 secondes, mais excuse-moi, mais quand tu dis on a réussi à sortir de toutes ces crises... Disons que comparé au point de départ, on s'est sorti de certaines situations. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier la France de fasciste. On ne peut pas forcément la qualifier non plus d'intégrisme comme on a pu le connaître il y a quelques maintenant dizaines d'années de ça. Après, évidemment, on ne s'est pas sorti de tous les problèmes. La crise reste quand même multiple, autant donc évidemment économique, ça on entend beaucoup parler, sociale, religieuse et politique également. Mais disons que les problèmes sont profonds, mais peut-être moins teintés de haine malgré tout, contrairement à ce que je pense les médias essaient parfois de nous faire croire qu'il y a quelques dizaines d'années. Alors, excuse-moi, mais je ne pensais pas à la France fasciste et tout ça, mais enfin, le monde continue à aller très mal, et depuis ces crises dont tu parles, enfin, le XXe siècle a été tout de même un siècle atroce, les génocides se sont succédés les uns après les autres, les massacres de toutes sortes et de toutes parts, enfin. Donc, voilà, c'est pas vraiment une objection que je te fais, mais parce que je suis ravi que non, je ne le prenais pas comme tel, ne vous inquiétez pas. Non, mais je suis ravi que tu développes ce qu'on pourrait appeler cet optimisme, enfin, hein, de la raison, de l'intelligence, etc. Mais sans faire le pessimiste non plus de mon côté, mais tout de même, il me semble que Hitler a gagné la guerre, quoi. Que sans parler de France fasciste, il y a un totalitarisme mou qui nous gouverne, dont tu parles très bien d'ailleurs, hein, qui nous gouverne par les médias. Certes, mais en parallèle, on a quand même développé notre... ce qu'on peut l'appeler doctrine, je dirais plutôt courant de pensée, on a quand même développé l'humanisme qui n'était pas forcément présent durant les années 30. On a quand même, malgré que ces valeurs soient de plus en plus remises en cause, développé une forme de solidarité, notamment avec les engagements humanitaires, avec tout un tas d'associations qui sont quand même
assez représentative qui continue à marcher pas trop mal. D'accord, alors on va venir à ça. Donc ce qui t'a convaincu tout de même de tirer vers le haut cette image d'une crise comme ça dans laquelle on s'enfoncerait. Tout du moins d'essayer de tirer vers le haut. Alors qu'est-ce qui est-ce que tu peux nous dire comme ça, quelles sont les circonstances dans lesquelles tu as dit au fond c'est pas si mal, il y a des trucs à faire peut-être parce que on en a vu d'autres, on en a vu pire, et que finalement on s'est sorti de situations, encore une fois, qui étaient peut-être sur le papier plus dramatiques et plus profondes. Donc que ce soit crise des années 30, Seconde Guerre mondiale. C'est ça ton optimisme. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Alors finalement, c'est aussi un pessimisme déguisé. C'est comme l'histoire du verre, à moitié plein et à moitié vide. Ça dépend dans quel sens on considère. L'optimiste, il dit toujours oui, ça pourrait être pire. Au fond du trou. Oui, finalement, oui. Et puis surtout, je pense que contrairement à il y a certaines périodes de ça, on a quand même un formidable outil de nos jours qui est quand même les technologies, alors qui certes très mal utilisées peuvent causer d'énormes problèmes. On s'en est rendu compte aussi. On a eu quelques exemples récemment. Canal Pourpre en est un petit exemple. Ah oui. Mais oui, mais justement, on a quand même beaucoup plus de moyens technologiques qu'auparavant, que ce soit par Internet, par les blogs, par les médias, même si on pourra y revenir, il y a quand même quelques soucis. Mais Canal Pourpre n'en est pas encore touché, donc je suis contente. Et puis, sans vouloir faire de la propagande, mais je pense que oui, vraiment, on peut quand même espérer un développement profond. Non, mais pour revenir à ma question un peu plus précisément, tu m'avais parlé d'un député français qui t'avait convaincu, alors tu peux nous dire qui m'avait convaincu, alors c'est un petit peu compliqué, disons que j'avais suivi le mouvement, comme j'imagine pas mal de Français, de la marche de Jean Lassalle, il aurait été difficile de louper tant il a été... Jean Lassalle. Député MoDem, seul député MoDem d'ailleurs à l'Assemblée nationale à l'heure actuelle, qui avait donc entamé sa marche, une marche dite citoyenne, dans le but de rencontrer donc les différents Français et Françaises, quels que soient leurs âges et leurs origines, à travers le pays. Où, quand il a marché pendant quasiment un an, voire même un petit peu plus d'un an, parti de Paris, retourné à Paris, il a fait une grande boucle en passant par la Bretagne, il est passé à Bordeaux notamment, près de nous, à Poitiers, il est redescendu dans son pays natal qui est le Pays Basque, il est remonté à Marseille, dans le centre, enfin bon, il a vraiment fait le tour de la France. Il est député d'où ? Il est député de la 3e circonscription, ou la 4e d'ailleurs, je ne sais plus, de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est un Béarnais. Voilà, tout à fait. Avec un fort accent, parce que... Et un béret. Voilà, les médias se souviennent, ont relayé son éclat à l'Assemblée nationale, où il a chanté, je ne sais plus quelle chanson, typiquement moi non plus, je ne me rappelle plus, mais c'est vrai que il a quand même un style assez... je dirais pas forcément décalé, mais assez représentatif justement de sa région, qui me fait parfois penser à certaines interventions de députés alsaciens, notamment, qui sont pareil très ancrés sur leur terroir. Un type qui a un fort accent en plus. Oui, voilà, comme les Alsaciens, pour certains. Et justement, c'est alors là, pas forcément d'un point de vue politique, mais plus dans alors, qu'est-ce qui t'a séduite là-dedans ? Enfin, séduite, je veux dire, qu'est-ce qui t'a plu dans ce... La démarche, finalement, assez simple, pas prise de tête, où vraiment, alors bon, certes, on pourrait lui reprocher d'avoir extrêmement médiatisé sa marche, bon, comme quoi on perd pas quand même, je dirais peut-être pas jusqu'à dire l'électoralisme, les enjeux électoralistes, mais en tout cas, on perd pas ça. De toute façon, la médiatisation est assez difficile à mesurer. De toute façon... on a entendu parler, effectivement, mais pas plus que ça, quoi. Oui, c'était pas non plus... son retour à Paris à la fin de la marche avait été quand même assez organisé, mais bon, voilà, après c'est les choix aussi de son parti, mais ce qui m'a c'est ça, c'est vraiment cette démarche simple, citoyenne, volontaire finalement, parce qu'après tout, pourquoi marcher aussi, pourquoi ne pas faire un tour en train, c'était quand même fatigant. Et puis parce que c'est quelqu'un, je pense, qui est assez atypique, parce qu'encore une fois, décalé, je ne pense pas que ce soit le mot qui convienne le mieux à sa démarche, mais vraiment atypique, pour tout un tas de raisons. Est-ce qu'il a... en termes de publication, je veux dire, cette marche a donné des résultats. Il tenait un blog, je ne sais pas comment. Alors oui, il y a plusieurs sites, on va dire, plusieurs réseaux sociaux qui ont été mobilisés. Donc d'abord Facebook, déjà, dans un premier temps, un compte Twitter. Si on tape Jean Lassalle, on tombe sur... alors il y avait Jean Lassalle, il y avait aussi à un moment donné un compte qui était spécifique à la marche, mais qui a été bifurqué après sur un site internet. Site internet qui recueillait notamment les cahiers de l'espoir. Alors cahiers de l'espoir qui étaient fortement inspirés des cahiers des doléances durant la Révolution française. On a repris le MoDem a repris le même principe, en posant tout un tas de questions, on va dire, banales aux citoyens, à savoir qui êtes-vous, présentez-vous, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle, est-ce que vous avez des pistes pour l'améliorer, comment envisagez-vous le futur, etc.
Et pour ma part, j'avais à peine entendu parler de la marche courant juillet, et puis finalement je suis tombée rapidement sur le site par le biais d'un ami qui me l'a montré, qui n'est pas sympathisant Modem d'ailleurs. En 2014, en 2013. En 2013, oui, durant l'été 2013. Et puis, j'ai envoyé mon cahier tout simplement, j'ai envoyé mon témoignage sans aucune arrière-pensée. Effectivement, on avait un mail au cas où qu'il y ait des soucis, mais bon, je ne m'attendais pas à être spécialement recontactée. Et puis quelques semaines plus tard, j'ai eu des nouvelles d'une des collaboratrices de Jean Lassalle qui s'appelle Cécile Calais, qui fait partie du comité de suivi de la marche et également du comité de réflexion sur l'avenir des jeunes, parce que c'est vrai que l'éducation, c'est quand même une thématique qui est, on va dire... Donc tu as écrit, on t'a répondu. On m'a répondu, voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Et on m'a répondu, on m'a recontacté aussi, enfin Madame Calais m'a recontacté, c'est avec elle que j'ai travaillé en premier lieu. Pour justement essayer de voir si on ne pouvait pas créer un mouvement, parce que Monsieur Lassalle s'était enfin peut-être rendu compte que oui, les jeunes ils parlent pas, ils ferment tous leur gueule, ils parlent. On ne sait même plus s'ils existent, on ne sait plus où ils sont, ils se cachent, on ne sait pas où d'ailleurs, parce qu'avant on les trouvait dans les boîtes de nuit, maintenant on ne sait pas où ils sont. Et puis on m'a dit écoutez, si vous voulez, rejoignez-nous. Alors c'est un mouvement qui se voudra de toute manière indépendant à tout parti politique, ça je pense que c'est important de le souligner. D'accord, c'était soutenu par le Modem, mais on ne te demande pas d'adhérer. C'est soutenu par le Modem, c'est pas totalement ça. Disons que Jean Lassalle a souhaité faire une sorte d'entité en parallèle de sa marche qui soit totalement indépendante au Modem, même si évidemment beaucoup de membres du Modem nous ont rejoints, parce que c'est quand même on porte quand même des valeurs, on va dire, assez humanistes, surtout très démocrates, qui sont quand même reprises traditionnellement par le centre droit ou centre gauche d'ailleurs, peu importe. Donc c'est sûr qu'il y a pas mal de membres du Modem qui nous ont rejoints. Par les autres aussi. Après, oui, c'est pas très... Ça fait tout de suite mauvaise presse, même si des fois on peut se poser la question. Mais donc du coup, on s'est retrouvés là-dessus et on peine beaucoup à trouver des jeunes, mais bon. Et depuis juillet, tu restes en correspondance avec ces gens ? Tout à fait. On fait partie maintenant donc du comité de réflexion sur l'avenir des jeunes, vu qu'on essaye. Début mars, il va y avoir des discussions à l'Assemblée nationale pour ceux qui seront présents. Dans les bureaux de Monsieur Lassalle pour qu'on décide de la structure que prendra ce mouvement, parce que pour le moment c'est vraiment un mouvement, ça n'est pas une association, il n'y a pas de structure administrative, il n'y a rien. Et surtout pour essayer de médiatiser un peu ce mouvement, de mettre aussi au clair justement les relations qu'on a avec le Modem, parce que c'est vrai que pour ma part je m'occupe un peu des contacts, j'essaye de trouver du monde qui pourrait nous rejoindre, des jeunes notamment, parce qu'on en cherche énormément, on n'en trouve pas. Et puis, c'est vrai que notamment, il y a beaucoup de jeunes du Modem qui nous contactent en disant mais c'est pas le truc qui sert de laboratoire d'idées aux jeunesses du Modem. C'est une tente. Non, pas tout à fait. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est vrai qu'on essaye aussi de dire mais non, mais c'est pas parce que on cherche tout le monde, on cherche les encartés, comme des personnes qui sont pas du tout dans l'objectif de monter une liste ou de se présenter. Si ça a lieu début mars, tu vas tâcher d'y aller ou à Paris, ça va être compliqué pour moi, c'est très compliqué. C'est justement aussi un des objectifs, c'est de faire. C'est vrai qu'on a fait finalement un petit peu un pari en se disant, parce qu'après tout, des formes d'associations citoyennes, il y en a plein, il n'y en a pas beaucoup qui marchent, elles sont très peu médiatisées. Mais nous, c'était un peu aussi l'idée, non pas de faire quelque chose qui soit en blocus avec les pouvoirs politiques, c'est pas ça le principe, mais de faire une forme de communauté, c'est pas le mot, mais un espace de réflexion et de communication. Tu parles d'espace commun dans ton texte. Hein, c'est vraiment ça, faire un espace commun qui transcende les clivages et les frontières, quelles qu'elles soient, politiques, sociales ou culturelles, et qui permettent vraiment finalement une espèce de formation politique et citoyenne un peu autodidacte, où on va apprendre sur le tas par des réflexions, comme j'ai envie de dire un peu à l'ancienne, par des réflexions, des débats sur des sujets divers et variés. Et cela sans crainte, on va dire, électoraliste, puisqu'encore une fois, on ne souhaite absolument pas être affilié à un parti quel qu'il soit, et on n'a pas pour objectif de présenter une liste quelle qu'elle soit à l'heure actuelle. Donc on est vraiment sur une espèce de formation politique en commun. D'accord. Et là, ça continue, donc ça continue, les contacts continuent, on cherche du monde. La page Facebook Avenir des jeunes générations est en place depuis un peu plus d'un mois. Là, je suis en train de recruter des administrateurs dessus pour pouvoir la gérer et la co-gérer à plusieurs. À l'heure actuelle, on est 10. Donc, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de mal parce que la marche de Jean Lassalle a généré pas mal de buzz. Là, pour le moment, ils sont en train de s'occuper à Paris de la synthèse de cette marche, la synthèse des cahiers de l'espoir. Bon, 250 cahiers, ça fait du monde.
Donc bon, il faudra... le mouvement continue, mais il faut... On va en entendre parler probablement. Probablement, oui, on va faire en sorte qu'on entende parler. Oui. Très bien. Juste un petit truc, donc ce boulot, ce travail, tu as répété plusieurs fois, on cherche des jeunes, on n'en trouve pas. Donc évidemment, ce boulot, tu le fais sur Internet avec ta machine. Mon téléphone d'ailleurs. Si on te parle de la déconnexion avec ta vie réelle, tu réponds quoi? C'est-à-dire ta vie réelle, c'est-à-dire une lycéenne de terminale à Bergerac. Alors c'est une déconnexion avec ma vie réelle ou c'est une déconnexion avec les normes qu'on attend d'une lycéenne de Bergerac de 17 ans? Oui, c'est possible. C'est quoi le sous-entendu? Déconnexion avec ma vie réelle, oui, ça pose pas mal de... Locale, oui. Non, mais laisse tomber réel. Je vous taquine. Il faut pas entendre. Pour une fois que je peux taquiner aussi. C'est bon là. Non, mais c'est vrai que ça pose des interrogations multiples, notamment de la part de quelques camarades avec qui j'ai pu, camarades, sous-entendu des personnes de mon âge, avec qui j'ai pu en discuter. Réaction du type, toi, tu fais de la politique. Alors déjà, j'ai essayé de leur dire non, c'est pas parce qu'on parle politique qu'on fait de la politique. Enfin, je considère pas faire de la politique parce que justement ça m'intéresse pas. Enfin, à l'heure actuelle en tout cas, j'essaie plutôt de faire un travail de réflexion, ce qui est quand même pas tout à fait pareil. Et j'essaie de me préparer tant bien que mal à la citoyenneté qui va quand même approcher pour moi, vu que je serai bientôt majeure dans quelques mois, mais quand même. Et puis les réflexions, on va dire, alors après, je vous passe les réflexions un peu sexistes, oui, mais une rousse, c'est bizarre, et puis une rousse avec des bagues, c'est encore plus bizarre, et puis tu vas quand même pas te maquiller comme ça. Donc tu as... je ne vais pas te demander si tu as des amis et tout ça, mais je veux dire, ton image comme ça au lycée, elle est assez la fille qui se prend au sérieux, qui veut faire de la politique. Je vais vous dire, l'image au lycée, de manière générale, mon image, j'en ai un petit peu rien à voir. Oui, tu t'en fous un peu, normal. Voilà, non, je pense pas. Bon, après, oui, il y a toujours l'image des bons élèves intello, parce que, alors, évidemment, nous sommes des intellectuels en puissance, vous le savez peut-être pas, mais on va vous remplacer d'ici peu. Non, mais après, c'est des espèces d'abus de langage un petit peu aberrants, c'est le cas de le dire, qui mélangent mais sinon, du coup, tout, le but de ma question, c'était... clarifier vos propos, monsieur. Non, oui, merci. Je veux dire, est-ce que tu te fais une idée, par exemple, en ce moment, c'est les élections municipales, à Bergerac comme ailleurs, mais sur le plan local, comme ça, est-ce que tu as l'impression que ça fait parler les gens comme toi, les jeunes, tes copines? Non, pas du tout. Non. Bon, il y en a un dans le lycée qui fait un peu parler de lui, mais bon, ça c'est les journaux, mais disons que sinon, non, de manière générale, il n'y a pas c'est peut-être un peu... Il n'y a pas de distribution de tracts à la sortie du lycée ou je sais pas quoi. Enfin, après, ça dépend, des tracts pour les pizzas, oui, mais... Voilà. Mais pour les associations sportives, j'ai rien contre les pizzas et les associations sportives, c'est pas la question. Je vais pas me faire des amis encore. Non, mais les distributions de tracts. Si vous voulez, le problème, c'est que déjà, d'un point de vue purement national, la politique n'intéresse pas grand monde. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Ou alors, ce sont des discussions, on va dire, empreintes de normes et de clichés politiques qui font qu'on n'avance pas vraiment. Donc, évidemment, pour moi, ça paraît c'est logique, finalement. Évidemment, par extension, les élections municipales, on ne s'intéresse pas déjà aux élections nationales. Alors qu'est-ce que vous voulez que ça foute qu'on ait un maire de gauche, d'un maire de droite? Et puis qu'est-ce que ça veut dire les maires de gauche et maires de droite? D'accord. C'est compliqué. Alors, dernière chose peut-être, parce qu'on va peut-être s'arrêter là, mais même question pour les médias. Est-ce que les jeunes lycéens lisent des journaux? Alors regardent ils lisent. des trucs, alors oui. Alors après, qu'est-ce qu'on appelle journaux? Parce que est-ce qu'ils s'informent? Est-ce que tu as l'impression que oui, de qui a gagné les derniers Golden Globes, en principe, ça marche bien. Pour les JO aussi, ça marche bien. Après, d'un point de vue politique, en même temps, on est quand même dans une situation. Encore une fois, c'est un avis personnel à l'heure actuelle qui est assez complexe pour nous autres lycéens, puisqu'en même temps, on est bombardé par l'éducation nationale, donc nos professeurs, par tout un tas d'informations en disant vous devriez lire tel journal, parce que comme ça, vous allez avoir une vision plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt centriste, machin. Et puis dans le même temps, on vient nous dire oui, mais les médias font pas leur rôle. Oui. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu ambigu, ce qui fait que finalement, justement, est-ce que c'est pas... Tu as l'impression d'être au milieu de gens informés quand tu es au lycée? Je sais pas si le moins. J'ai plutôt l'impression d'être au milieu de gens insouciants. Pas insouciants dans le sens négatif du terme, un peu bohème, qui n'en aurait rien à foutre de rien. Pas dans ce sens-là, pas dans ce sens pessimiste et péjoratif, mais dans le sens un peu innocence que finalement.
Bah, après tout, il nous est jamais rien arrivé de trop grave dans l'ensemble. On dit que la France va mal, mais bon, nos parents touchent encore quelques aides, ils payent quand même des impôts, il y a quand même des routes encore à peu près praticables. Bon, après tout... Tout dernier truc, hein, comment tu as connu Canal Pourpre? Parce que Canal Pourpre, personne ne connaît quand même, c'est incroyable. Et ben, comment j'ai connu Canal Pourpre? Alors, c'était il y a plus d'1 an maintenant, c'était au moment... Alors, tu te rends compte, Philippe, hein, une téléspectatrice de plus d'1 an. C'est rare, c'est rare. Alors, par contre, par quel reportage? Je crois que c'était au moment de l'incendie... Alors, je sais plus, c'était l'incendie Bouchilou. Tu as cliqué sur Internet. Oui, voilà, c'est monsieur, oui. Parce que c'est Philippe qui te l'a dit, hein. Non, mais je ne connaissais pas il y a plus d'1 an, moi. Je le connais. Non, je le connaissais pas, non. Mais je l'ai en cours que depuis cette année, malheureusement. Ou heureusement, d'ailleurs, je sais pas. Tu es tombé sur Canal Pourpre. Non, mais ça m'intéresse, moi. Oui, non. Les gens nous disent, mais qu'est-ce que c'est Canal Pourpre? Oui, non, mais c'est le président qui me déconcentre. Mais oui, on sait que je l'ai connu comme ça, oui, sur Canal Pourpre. C'est-à-dire en cliquant. En cliquant. Alors en fait, ce qui s'était... Attends, comment tu connaissais le nom? Ah non, mais non, c'est pas le nom. Ah non, faut pas rêver. Canal Pourpre. Canard Poulpe à la rigueur, oui, maintenant ça commence à être connu. Comment t'as fait? Mais comment j'ai fait? Mais il se trouve que la vidéo de l'incendie de Bouchilou a été énormément reprise sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est Facebook, oui. En premier lieu, c'est Facebook. Oui, ou face de bouche. Sans face ni bouche. Ou face de bouche, ça dépend des... ça dépend des jeux de mots. Et puis, donc oui, c'est parti comme ça. C'était votre interview qui avait été reprise sur les réseaux sociaux. Et donc après, mais je suis par curiosité... À propos de quoi? À propos de l'incendie Bouchilou, alors c'était le capitaine des pompiers. Voilà, c'est le fait divers. Et puis après, j'ai vu les choses quand même un peu plus intéressantes qu'un fait divers. Enfin, j'ai rien contre Bouchilou. Du coup, tu es revenue? Je suis revenue. Alors notamment, ce qui m'a fait revenir, c'est que je me suis rendu compte qu'on parlait politique locale. Et ça m'intéressait énormément parce que j'en ai un peu marre de lire Sud-Ouest et surtout le Démocrate. D'accord. Donc, et puis surtout, j'ai vu pour une fois. Alors je sais qu'il y en a qui sont énervés par cela. Écoute, moi, je suis ravi d'apprendre ça. Mais j'ai vu les entrevues qui étaient longues. Ah oui, ça c'est sûr. Et chiant. Voilà. Tu as oublié de dire chiant. Des entrevues de 45 minutes, donc ça m'a plu. Oui, pour une fois, voilà. C'est une fille bizarre, hein, quand même. Oui, je sais, je suis rousse déjà, d'une fausse rousse en plus, donc d'entrée de jeu, ça commence mal. Ça commence très mal. Bien, donc tu continues la salle et tu continues Canal Pourpre. Donc, oui, il faut que je paye ma cotisation, sinon je vais me faire renvoyer. Oui, mais... on en a parlé dans le dernier reportage qui est déjà online. Oui, je l'ai regardé ce matin. Mais je vais la payer après ma cotisation parce que sinon on allait dire que j'allais acheter la télé. Prends ton temps, tu sais, il n'y a rien d'urgent. Oui, je me doute. Bien. Tu voulais ajouter un truc? Parce que là, il y a notre trésorier qui nous attend. Et ajouter quelque chose. Écoutez, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Avenir des jeunes générations. Ouais. On sera ravis de vous accueillir. Là, on va la mettre en carton. Et puis oui, merci parce que franchement, blague à part, on a vraiment du mal à trouver des personnes, simplement pour discuter finalement, parce que finalement, on n'a encore une fois aucune envie politique derrière, autre que de parler politique et non pas d'en faire, à proprement parler. Donc écoutez, jeunes ou moins jeunes, n'hésitez pas à venir sur la page qui est publique, je précise, Avenir des jeunes générations sur Facebook. On sera ravis de vous accueillir. Puis merci à vous d'avoir lu mes textes. Rien, Philippe, qui se trouve être ton prof d'histoire, on va le dire quand même. Tu voulais ajouter un truc? Mais non, c'est les municipales, il est obligé de citer. Ah oui, il n'a pas le droit. Ah oui, c'est pas mal. Oui. Merci beaucoup, Manon. Merci à vous. Ciao. Trate de olvidar, de borrar lo que fuiste. En mi vida triste, cansada de andar. Paloma que quiso volar hacia nuevos cielos sin alas que usar.